Ma femme m'a mis à la porte. Tout ce qu'il me restait, c'était la vieille carte de mon père. Ce que la banque a découvert ensuite a fait trembler la ville. Il y a des instants qui fissurent une vie en deux. Pour Daniel, ce fut la poignée froide de la porte du penthouse qui se referma sur lui comme un couperet. Mariana n'a pas crié. Elle n'a pas non plus pleuré. Elle a agi avec la certitude sèche de qui balaie ce qui gêne. Les serrures ont claqué avant même qu'il ait pu formuler une question. Sur le seuil, elle l'a regardé comme on inspecte un meuble usé qu'on laisse au trottoir, sans émotion, sans évitation. Un sac plastique blanc contenait ses papiers froissés, quelques chemises, le téléphone qu'elle jugeait désormais inutile. Pas un mot d'adieu, pas même une accusation dramatique. Tout était plié, nettoyé, réorganisé, comme on trie une garde-robe. Il tenait encore la photo de sa mère, coincée entre deux factures. Une petite image jaunie où son père souriait, le bras sur l'épaule d'un jeune Daniel mal rasé. Sur le dos, une inscription à l'encre délavée. « Quand tu seras prêt ». Il ne savait pas ce que prêt voulait dire, pas à cet âge, pas avec un père qui parlait peu et décidait encore moins. Maintenant, la photo glissait entre ses doigts comme un objet fragile et inutile. Le hall du bâtiment était une cathédrale de marbre et d'écho. Les voisins détournaient les yeux, les portiers, habitués au drame feutré du quartier, échangeaient des regards qui mesuraient la gêne. Mariana avait fait cela proprement, une présence nette, ferme. Le concierge, un homme nommé Javier, pas le caissier du banco, mais un Javier qui connaissait les ascenseurs mieux que n'importe qui, avait ouvert la bouche pour dire quelque chose. Elle l'a arrêté d'un geste. « Rangez ses affaires, il n'a plus à rester ici. » Son ton ne demandait pas conseil. Il est sorti comme on sort d'un mauvais rêve, avec la violence d'un caillot qui surgit dans l'eau. Le sac plastique le racla, le monde l'ignora. Dans la rue, la lumière des vitrines ne lui appartenait plus. Son téléphone sonnait, message non lu, demande de facture, rappel de réunion, la banalité cruelle de la vie qui continue. Il n'avait plus rien, pas même le nom des serrures qui protégeaient la maison qu'il avait appelée chez lui pendant 5 ans. Il aurait pu rester et supplier, déplier son histoire comme on expose une vieille photo pour obtenir de la compassion. Mais le visage de Mariana était devenu lisse, autoritaire, sans fissure. Elle avait pris une assurance qu'il n'avait pas prévue. Dans l'ascenseur, un voisin murmura « Il n'allait pas s'entendre, non ?» Personne ne savait qu'il venait de passer la journée à l'hôpital à côté de la mère de Daniel, que ses mains tremblaient à cause d'une douleur qui n'était pas seulement physique. Personne n'avait regardé sa fatigue à l'œil nu. Il a marché. La nuit allait tomber, gonflant ses couleurs. Les éclairages urbains peignaient des halos sur le trottoir. Il n'avait pas d'adresse où aller. Son seul plan était une marche, jusqu'à ce que la fatigue devienne trop forte, jusqu'à ce que la faim dicte un arrêt. Il a fini sur un banc, près d'un parc qui sentait encore l'été, mêlé à l'odeur des poubelles. L'humiliation tenait en une sensation, le froid qui entre les côtes, l'impression d'être un encombrement. C'est là, au milieu de ce paysage urbain banal, qu'il a fouillé le sac. Il avait pris soin de ne pas le regarder tout de suite. Il craignait les déchirures. La petite photo tomba, suivie d'un objet plus dur, une carte plastique, bleue, usée au coin. Elle n'était pas une carte moderne, pas de logo criard, pas de bande holographique, plutôt une relique, quelque chose que les banques oublient dans un tiroir parce qu'elles aiment les procédures et haïssent l'imprévu. Il se souvint alors de son père. Don Alberto Navarro n'était pas un homme qui parlait beaucoup. Architecte de ville plutôt que de maison, il dessinait projets et silences avec la même économie. Une fois, quand Daniel avait 20 ans et un peu trop de rage au ventre, son père avait glissé cette même carte dans sa main, sans beaucoup d'explications. « Garde-la », avait-il dit, comme un fil. « N'en fais rien tant que tu te crois encore solide. Si un jour tu touches le fond, rappelle-toi d'elle. » Le geste avait paru mystérieux, presque cérémonial. L'adolescence de Daniel avait pris cela pour une superstition paternelle. À présent, ce petit rectangle bleu sonnait comme un mot dans un monde qui avait perdu le sens des phrases. Il caressa le plastique, lisse malgré l'usure, et sentit une forme de présence paternelle, un réseau de décisions anciennes tissé dans des jours plus calmes. Il ne se considérait pas encore au fond. Mais le sac plastique, la porte claquée, la nuit sur le banc avaient réécrit sa cartographie intérieure. Il était plus proche du fond qu'il ne l'avait jamais été.
Il se leva, la carte dans la poche intérieure de sa veste, la photo serrée contre sa poitrine. Le ventre creux lui dictait une première urgence, manger. Le reste pouvait attendre la digestion. Mais la curiosité, cette compagne dangereuse, l'attrapa au passage. Quel sens avait cette carte? Pourquoi maintenant? Et pourquoi son père, homme si avare de confidences, lui avait-il laissé un dernier artefact? Le Banco Herencia del Sur ferme rarement l'œil sur son quartier. Son hall de marbre brillait encore, les vigiles buvaient un café tiède, des écrans affichaient des cours, des taux, des images apaisantes d'un monde en équilibre. Il entra sans trop réfléchir, attiré par la lumière et le banc d'un distributeur qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser autrement que pour le geste rituel, faire glisser la carte, comme on effleure un héritage. Le guiquetier, Javier, n'avait que la vingtaine. Il avait ce regard de qui a commencé sa vie au comptoir et qui imagine déjà d'en sortir. Il ne connaissait pas Daniel, mais il aperçut la photo et la carte dans la poche quand Daniel s'éloigna pour laver ses mains dans un lavabo public. « Monsieur » appela-t-il doucement, non par politesse, mais par curiosité. Daniel tendit la carte. Elle cliqua dans la machine d'acceptation avec un son presque anachronique. Le lecteur cracha un bip ou long, suivi d'un silence qui pesa comme une attente. À la banque, tout est rituel. Tout bip amplifiait le monde. Javier prit la carte, la posa à la lumière, puis approcha son écran. Les protocoles s'enchaînèrent, identification, lecture. Son doigt glissa sur la souris comme s'il caressait un secret. « Attendez !» murmura-t-il. Son écran afficha une alerte qui n'apparut pas tous les jours, dossier inactif depuis des années. Un code ancien mentionnait « Legadon Navarro S.A ». Un autre indicateur, plus discret, portait la mention « Clause d'activation, encre patrimoniale ». Javier n'était pas formé pour ce genre de choses, mais il avait assez de métier pour comprendre que ces mots n'étaient pas ordinaires. Il appela le directeur d'agence, Ruben. Dans une banque, l'appel d'un guichetier à son directeur a le même effet qu'un sifflet dans un théâtre. Tout le monde s'immobilise, l'attention se tourne, des regards se passent. Ruben entra, costume lisse, visage de quelqu'un qui a appris à masquer la surprise. Il prit la carte, l'examina, puis regarda Daniel comme on regarde un interlocuteur qu'on doit rassurer tout en gardant le contrôle. « Asseyez-vous, dit-il d'une voix maîtrisée, on va vérifier quelques éléments. » La voix de Ruben était posée, mais ses doigts tapaient plus vite que la normale. Il connaissait les rituels bancaires, et certains rituels portent, sous la surface, des cordes qui vibrent en silence. Il fit l'ouverture d'un dossier interne, envoya des messages, consulta un registre ancien que seuls quelques collègues avaient fréquenté. La carte ne portait pas un simple numéro de compte, elle portait une histoire. Daniel regardait. Sa poitrine se levait et s'abaissait comme si le froid désir de comprendre avait remplacé le froid réel. L'idée même que son père ait prévu quelque chose pour le cas où il tomberait était étrangement consolante. La banque lui parlait désormais comme on parle à quelqu'un qui détient une clé. « Veuillez ne pas la perdre, nous allons vérifier. » Dans l'open space, les téléphones commencèrent à sonner, plus souvent, plus fort. Ruben éleva la voix, demandant à un collègue du service conformité de venir. L'entrée de cette personne, une femme au regard acéré, transforma le bureau en tribunal improvisé. Elle consulta la base de données, fit des croisements, consulta des contrats numérisés et des actes en papier. La mention « Société patrimoniale » renvoya à un coffret juridique qui, manipulé correctement, pouvait transférer droits et propriétés en cas d'événement précis. Legado Navarro S.A. correspond à une fiducie patrimoniale. Normalement, ces structures sont inactives, dit-elle sans lever les yeux. Elles ne deviennent opérationnelles que si certaines conditions sont remplies. Mais l'alerte que vous avez déclenchée n'est pas banale. Il faudra regarder l'acte fondateur. Le cœur de Daniel donna un coup. Clause d'activation. Les mots se collèrent entre eux et formèrent une image. Il imagina son père, tard dans la nuit, signant un papier qui contenait la possibilité d'un avenir alternatif. Il pensa à l'expression « encre ». Le père parlait d'un fil, la banque parlait d'une architecture juridique. Les deux pouvaient bien être la même chose. Ruben prit le téléphone et appela le service central. Les phrases échangées étaient sobres, protocolaires. Les mots cependant se succédaient avec une gravité nouvelle. Quelque chose d'ancien était soudain mis au jour et toute découverte ancienne tend à être lourde.
On parla d'un acte notarié dans un dossier scellé, d'un compte maître dormant, d'une clause conditionnelle qui pourrait, en théorie, déclencher le transfert de parts d'un patrimoine immobilier et de titres dès que le titulaire serait déclaré en défaut d'actifs ou indisponible. En langage clair, une structure qui protège l'héritage quand son héritier n'a plus de capacité financière. Il faut dire les choses comme elles sont, ce n'est pas un mécanisme magique. Les banques ne peuvent pas, d'un claquement de doigts, transférer des immeubles. Il y a des notaires, des formalités, des délais. Mais sur un écran, l'idée d'un compte maître dormant relié à des actifs réels suffit souvent à déclencher des alarmes comptables, parce que cela change l'équilibre des risques et des obligations. Les titres immobilisés, les clauses restrictives, la nécessité de gel des actifs en attendant vérification, tout cela a un impact direct sur les comptes et sur la manière dont la banque évalue ses réserves. L'atmosphère se modifia. Un groupe d'employés commença à examiner des dossiers papier que la banque gardait dans un coffre. Le coffre est toujours une image forte, un mur de métal, des clés et des gestes mesurés. On fit venir un enregistreur d'archives. On fouilla des contrats signés presque 10 ans auparavant. Sur une marge, une main avait écrit un prénom, Navarro. Un autre document portait une signature, Don Alberto. Daniel sentit l'air se raréfier autour de lui. La vieille carte avait réveillé un organisme dormant. Et comme tout organisme réveillé, il ne manqua pas d'envoyer ses premiers signes d'agitation. Des employés quittèrent leur bureau pour conférer à voix basse. Le mot « audit » fut prononcé pour la première fois, puis « compliance », puis quelque chose de plus concret, « responsabilité fiduciaire ». Les yeux de Rubin se plissèrent. Il regarda Daniel, puis la photo, puis la carte. Il y eut une hésitation, puis il dit avec franchise contrôlée « Monsieur Navarro, il faudra que vous veniez avec vos pièces. » Nous devons vérifier l'identification, le lien avec la fiducie et l'exactitude des actes. Pour des raisons de procédure, il y a des étapes à respecter. Ce « nous » contenait plusieurs personnes invisibles, juristes, notaires, le service central. Daniel, épuisé, n'eut pas la force d'inventer un mensonge. Il raconta brièvement la rupture, la porte, la peur d'avoir tout perdu. Il n'enjoliva rien, l'honnêteté désarçonnait parfois plus que le mensonge. Javier, le jeune guichetier, regardait avec une attention mal contenue. Dans sa posture, on pouvait lire à la fois la compassion et la conscience du spectacle. Un homme seul, une vieille carte, une banque qui murmure des possibilités. Pendant que les formalités s'organisaient, la banque fit ce qu'elle sait faire le mieux, classer, mesurer, anticiper. Un email fut envoyé au service de gestion des risques. Un binôme fut constitué entre le département juridique et le département des clients patrimoniaux. Les mots « activation automatique » circulèrent, puis furent tempérés par l'apparition d'un autre mot « condition ». Activation si et seulement si. La phrase resta en suspens, mais suffisait à mettre en mouvement une série de vérifications. On cherchait le motif juridique, la phrase exacte de l'acte, l'intention du fondateur. Ruben prit Daniel à part dans son bureau. Le décor était fonctionnel. Un bureau clair, des chaises basses, une table de réunion. Il s'assit en face de lui, posa la photo sur le bois comme pour la rendre tangible. Il prit la carte entre ses doigts. « Votre père n'a pas laissé beaucoup de traces publiques, dit-il. Ce type d'instrument se conçoit pour protéger l'héritage, pour empêcher sa dispersion ou pour assurer sa destination sociale. Ce que nous devons vérifier, c'est la volonté effective inscrite dans l'acte, et il faudra l'intervention d'un notaire pour lever toute ambiguïté. » Sa voix restait neutre, mais la pièce était pleine d'un frisson électrique, comme un couperet sur une armoire fermée. Daniel sentit quelque chose se fixer dans sa poitrine, l'espoir, timide mais réel, que cette folie administrative puisse être une porte. Il pensa au temps où son père regardait des plans, où il corrigeait des perspectives au crayon, où il avait l'air de tenir le monde à distance pour le rendre plus exact. Peut-être que Don Alberto avait prévu plus qu'un simple confort financier. Peut-être, pensa-t-il, il avait pensé à un levier. « Et si c'est vrai ?» demanda-t-il, la voix rauque. Ruben haussa les épaules. « Si c'est vrai, nous étudierons la meilleure manière de procéder. S'il y a des immobilisations, des biens, des titres, tout cela devra être évalué. Il y aura des audits, des notaires et, oui, des mesures pour sécuriser les actifs pendant la vérification. Ce sont des procédures normales, mais elles peuvent paraître brutales. Brutales.
Le mot remua quelque chose. Daniel imagina des serrures, des scellés, des interdictions d'accès. L'idée de perdre encore quelque chose, même dans l'espoir d'en gagner, lui inspirait une prudence nouvelle. Il n'était pas naïf. Un palier administratif peut être cruel. Mais face à la seule alternative, rester sans rien, une procédure semblait désormais préférable à l'errance. Pendant que la banque initiait ses démarches, la nouvelle eut l'effet d'un caillou jeté dans un étang calme. Le réseau du quartier avait ses oreilles, avocats, notaires, journalistes immobiliers. Dans un monde petit comme celui des affaires locaux, une alerte sur un patrimoine potentiellement considérable suffit à faire courir les ragots. Un employé remit la carte dans une enveloppe scellée, notant soigneusement le numéro de dossier. D'autres allèrent chercher des actes dans le coffre, les gestes étaient rapides, mesurés, toutefois l'intensité montait. La banque, consciente de son image, savait qu'un dossier de ce genre, mal géré, pouvait se transformer en scandale. Dans le hall, quelques clients habitués s'étaient approchés, posant des questions à demi-voix. Une femme élégante demanda en soupirant si on pouvait en savoir davantage. Un homme avec un journal sous le bras fit un détour et feignit une curiosité polie. Mariana ne savait rien, le monde avait continué à tourner sans révéler son rôle dans l'afflux de regards. Mais d'autres, moins discrets, avaient commencé à laisser leur sourire se rigidifier devant Daniel. L'effet d'un destin qui bascule attire. Certains se réjouissent en silence, d'autres se demandent s'ils peuvent tirer profit de la stupeur d'autrui. Dans la salle des coffres, un dossier fut localisé, épais de pages jaunies et de signatures précises. Les mots étaient clairs, mais la formulation juridique demandait un décryptage. L'acte constituait une société patrimoniale au nom de Legado Navarro S.A., dotée d'un administrateur de transmission et d'une clause précise sur l'activation des droits. La société devait rester inerte tant que le bénéficiaire principal disposait de ressources propres suffisantes. En revanche, en cas de mise en incapacité financière prolongée ou d'absence durable d'actifs, l'organe de gouvernance se réservait la faculté d'activer la société et de procéder à l'affectation des biens conformément aux directives écrites par le fondateur. Traduction simple, si le titulaire se retrouve dépourvu de ressources, la fiducie peut être déclenchée pour prévenir la disparition du patrimoine ou pour assurer une destination sociale aux biens. Cela correspondait à l'idée d'encre que son père avait évoquée. Mais l'interprétation d'une telle clause implique de définir ce qu'est dépourvu de ressources. Est-ce un seuil monétaire, un état de fait, une incapacité juridique? Les juristes de la banque allaient le dire, mais on sentait déjà que ces nuances allaient déployer une mécanique longue et capricieuse. Ruben expliqua la mécanique en termes clairs, parce qu'il savait que la simplicité respecte autant que la précision. « Imaginez, dit-il, que la banque tienne la clé d'un coffre. Celui-ci contient tant des immeubles que des actions. Tant que vous avez les moyens de subvenir à vos besoins, vous pouvez y puiser. Si vous ne pouvez plus, la fiducie s'active pour protéger le tout. Ce n'est pas une magie, c'est un filet. » La métaphore du filet atteignit Daniel avec la force d'une vision. Son père, un homme qui avait vu des plans et des fondations, avait construit quelque chose pour qu'après lui, il y ait une chance de tenir. Peut-être qu'il avait pensé à l'homme qui se retrouverait un jour seul sur un banc. Peut-être que ce geste était une manière de dire que l'héritage, loin d'être une récompense égoïste, pouvait être un outil de réparation. Loin d'apaiser, la découverte amena une autre tension, le bruit d'une panique sourde qui montait au cœur de l'agence. On parla d'obligations fiduciaires envers des tiers, de fournisseurs, de créances attachées aux propriétés. Et pour la première fois dans la journée, un mot mal dissimulé apparut sur les écrans, risque réputationnel. Une banque prise dans un dossier patrimonial public peut se trouver dans la lumière des médias, et la lumière médiatique a la vertu ou le vice de tout accélérer. Quelqu'un mentionna le nom de Mariana à voix basse, comme si le monde privé devait être exposé. Un document local montrait que Constructora Mariana S.A. avait entretenu des relations d'affaires dans le quartier. Le hasard, souvent, comme une force aveugle, place des trajectoires proches. Personne ne fit le lien ouvertement, mais dans la tête de Daniel, les pièces commencèrent à se rejoindre de façon brutale. La femme qui l'avait expulsé possédait une entreprise de construction. La fiducie de son père faisait référence à des immeubles. Il y eut une seconde où tout parut s'imbriquer dans une logique presque trop nette pour être vrai.
Pourtant, la banque resta prudente. La prudence est sa vertu première. Il y aura, répéta Ruben, des vérifications, des avis d'experts, des notaires, des délais. Mais pendant que le système se mettrait en branle, des conséquences concrètes pouvaient déjà se profiler. Des audits, la nécessité d'évaluer les actifs, la mise sous surveillance de certaines opérations. Et dans un monde où l'argent est le langage des décisions, le simple fait qu'une institution active ses roues internes suffit à générer une onde. Daniel sortit du bureau avec des papiers à remplir et un rendez-vous fixé. Il tenait la petite photo du père, la carte dans la poche, et le sentiment, nouveau, étrange, différent de tout ce qu'il avait ressenti la veille, qu'un levier venait d'être découvert. Il ne savait pas si ce levier serait solide, ni comment il devait l'actionner. Mais pour la première fois depuis des heures, il sentit que la prochaine étape n'était pas seulement une survie, mais une possibilité de réponse. Avant de partir, il fit demi-tour vers le hall. Javier se tenait là, comme un trait d'humanité dans la salle des affiches. Il lui tendit une bouteille d'eau qu'il venait d'acheter. « Buvez, monsieur Navarro, vous en avez besoin, dit-il d'un ton simple. Daniel accepta, et pour la première fois, un geste simple n'était pas une humiliation, mais une reconnaissance. Sur le trottoir, la ville reprit ses bruits. Les klaxons, les discussions, la pluie légère qui commençait à friser les parapluies. Il posa la photo sur le rebord d'une fontaine et regarda l'eau piétiner. Un sentiment d'étrangeté le gagna. Ne pas savoir si ce que son père avait laissé était une solution ou un piège. Les banques font des choix, pensa-t-il, mais les choix sont souvent influencés par des intérêts qui ne sont pas seulement ceux des déposants. Pourtant, la carte avait été trouvée, l'acte identifié, et la banque était en ébullition. Il se surprit à imaginer les suites, des avocats, des notaires, des confrontations publiques. Il se surprit surtout à imaginer un avenir qui n'était plus uniquement défensif. Son père lui avait donné autre chose qu'un confort, peut-être un plan pour transformer le désastre en responsabilité. Mais il n'en était pas encore là. Le chemin devant lui restait long, semé d'examens et d'humiliations administratives. Il allait devoir apprendre un langage nouveau, celui des audits, des bilans, des dettes, des créances, un vocabulaire qu'il n'avait pas fréquenté jusqu'alors. Quand il se releva, la ville lui sembla moins étrangère. Il avait, dans la poche, un fragment du passé et, dans le regard des employés de banque, l'ébauche d'une attention qui pourrait durer. Ruben avait promis des vérifications, des procédures allaient être lancées, et quelque part, dans un bureau au centre, un dossier s'ouvrait, prêt à avaler des pages et des délais. Il avait une semaine, sans le savoir, avant que le monde ne commence à se jouer en dehors du carré de l'agence. Mais le fait d'avoir la carte et la certitude que son père avait préparé quelque chose pour l'épreuve changea le tempo des choses. L'humiliation demeurait, mais elle n'était plus totale. Il avait un levier, aussi fragile soit-il, et l'idée même d'un levier suffit parfois à redonner à l'homme sa capacité d'agir. Il marcha vers le petit hôtel où il avait pris une chambre pour la nuit, un lieu neutre, peu coûteux, qu'il préférait pour ne pas imposer ses doutes à des amis. Dans la chambre, il étala les papiers que la banque lui avait remis, rendez-vous, liste des documents à fournir, une notice expliquant la procédure de vérification. La carte, posée sur la table, semblait attendre qu'on la lise, comme une lettre qu'on ose ouvrir. Il contempla la photo de son père et pour la première fois depuis l'expulsion, il murmura une promesse intime. « Si c'est une ancre, je n'en ferai pas un piège. » Non pas vengeance, pensa-t-il, en regardant la lampe qui jetait une lumière chaude sur le mur, mais réparation. Son père n'avait pas laissé cette carte pour qu'il l'utilise comme une arme. Il l'avait conçue comme un filet. Si la banque et les notaires le laissaient dérouler, peut-être qu'il pourrait transformer ce filet en quelque chose d'utile. Pas seulement pour lui, mais pour ceux qui, comme lui, se trouvent parfois projetés au dehors. La nuit tomba, lourde, pleine de possibilités obscures. Sur la table, la carte dessinait une ombre en forme de promesse. Dehors, la ville continuait. Les premières rumeurs avaient déjà commencé à courir, timides, hésitantes. Dans le bureau de Ruben, on préparait la réunion avec le siège. Des emails partaient, des téléphones sonnaient. La petite carte de Don Alberto venait d'éveiller un mécanisme ancien. La banque allait réagir. La ville, plus tard, allait apprendre. Daniel posa la tête sur l'oreiller sans vraiment dormir.
Il repassa les mots de la banque comme un aveu. Audit, activation, fiducie, notaire. Il ne savait pas encore si la suite serait la reconstruction ou une lutte administrative. Il savait seulement que quelque chose, pour la première fois depuis des mois, était en mouvement. Il se rendormit avec la photo collée contre sa poitrine et la carte serrée dans la main, comme si tenir ces objets suffisait à garder éveillée l'intention de son père. Le lendemain matin, avant l'aube, le téléphone vibra. C'était un message court de la banque. Rendez-vous confirmé. Apporter pièce d'identité et preuve de domicile. Présence requise au siège pour vérification. Sous le message, une note plus grave. Par mesure de sécurité, certains actifs pourront être temporairement gelés le temps des vérifications. Le cœur de Daniel se contracta, mais ce n'était plus la douleur sourde de la nuit de l'humiliation. C'était une tension nouvelle, presque professionnelle. Il alluma la lumière, regarda la carte et sentit pour la première fois que la vieille promesse de son père pouvait, si elle était maniée correctement, devenir un levier pour autre chose que la rancœur. Et alors que la ville s'éveillait, il glissa la photo dans sa poche, prit la carte et s'apprêta à franchir la porte qui séparait l'homme humilié de l'homme qui allait, pas à pas, apprendre à comprendre les règles du jeu. Dans le hall du Banco Herencia del Sur, Ruben rangeait les derniers dossiers, conscient que le simple bruit d'une page tournée pouvait se transformer en tempête. Dehors, quelques taxis attendaient, indifférents. Il monta dans un véhicule, la carte sur la table du siège. L'histoire, désormais, commençait à prendre une forme plus définie. Ni miracle, ni vengeance, mais la mécanique froide d'une institution qui, confrontée à un acte ancien, devait décider comment répondre. Il n'imaginait pas encore que, en faisant cela, il touchait un bracelet invisible. D'autres acteurs allaient bientôt entrer en scène, certains amis, certains ennemis, et la ville allait observer. Mais pour l'heure, sa route était simple. Confronter la banque, comprendre l'acte, rassembler les preuves. Il n'était plus le même homme qui avait quitté le penthouse la veille. Un fil s'était déroulé et avec lui, la possibilité de changer le récit. Il glissa la carte dans la poche, serra la photo et marcha vers la lumière. La réunion au siège n'était pas censée durer. On lui avait demandé de se présenter, de signer quelques attestations, de prouver son identité. Tout cela se déroula comme une cérémonie bureaucratique, photocopie, tampons, regards pesés. Mais derrière la routine, une mécanique plus lourde s'armait. Ruben avait pris la décision prudente et politiquement correcte d'alerter le siège, de déclencher la chaîne de vérification. Ce que personne n'avait imaginé, c'était que cette vieille carte, ce bout de plastique bleuté, ouvrirait une fenêtre sur une cartographie économique qui touchait plus de monde que Daniel ne l'aurait cru. Le siège du Banco Herencia del Sur se trouva soudainement animé d'une nervosité rare. Des téléphones au ton ferme, des directives échangées à voix basse, la convocation d'un petit groupe d'analystes et un email qui prit la forme d'une bombe discrète. Dossier Navarro, priorité. Ruben prit Daniel à part une dernière fois. Ils vont demander une expertise notariale. Il faudra être patient et apporter tout ce qu'ils demandent. Il y aura probablement des mesures conservatoires temporaires sur certains actifs, expliqua-t-il, la voix maîtrisée mais l'œil rougi par la fatigue. Le mot qui revint encore et encore, ce fut « risque ». Dans la salle des marchés, la mention d'un patrimoine important, relié à une fiducie dormante, fit vaciller quelques calculs. Provisions à reconsidérer, exposition potentielle à des litiges, risques réputationnels. Une alarme algorithmique signala que des positions de crédit liées à des acteurs du quartier pourraient être remises en question. La banque, qui jusque-là avait déroulé ses procédures avec une assurance tranquille, sentit pour la première fois la tension d'un dossier qui pouvait devenir public et compromettre des équilibres fragiles. Ce fut Ruben lui-même qui prononça à voix basse et sans lyrisme la phrase qui allait tout engager. « Monsieur Navarro, je connais quelqu'un qui saura vous aider à comprendre tout ça. Mais il faut agir vite. » Le nom de Sergio ne sonnait pas comme une promesse de vengeance, il sonnait comme la ponctualité d'un homme qui nettoie les ardoises sans faire de bruit. Quand Daniel le rencontra pour la première fois, ce fut dans un petit café en face du siège. Sergio était plus âgé que lui d'une dizaine d'années, cheveux coupés ras, manteau sobre, regard inébranlable. Il parlait peu, posait des questions précises, mesurait chaque phrase comme un instrument de mesure.
Ruben m'a expliqué la situation, dit-il, en tendant la main. Je travaille avec des avocats, des auditeurs et des acheteurs institutionnels de créances. On appelle ça de la restructuration. Je préfère appeler ça de la logique appliquée. Sergio expliqua les principes sans les enjoliver. Une fiducie ne s'active pas seule. Elle nécessite des conditions documentées et souvent la décision d'un organe de gouvernance. Si la clause d'activation mentionnait l'état d'indigence ou l'absence durable d'actifs, il faudrait prouver ces faits devant un notaire et parfois devant un tribunal. C'était long, mais c'était encadré. Et surtout, il y avait un levier que la loi autorise, l'acquisition de créances. Il posa la tasse. Imaginez que plusieurs petits fournisseurs attendent depuis des mois le paiement de Constructora Mariana. Leurs factures valent aujourd'hui un montant. Ces factures peuvent être achetées légalement pour une fraction de leur valeur, par des fonds ou des sociétés spécialisées. L'acheteur de ces créances devient créancier. Il peut ensuite exiger paiement, engager des procédures civiles pour le recouvrement, demander des sûretés. Si ces dettes deviennent massives et que l'entreprise est déjà fragilisée, l'effet sur sa trésorerie peut être immédiat. Ce n'est pas de la coercition illégale, c'est l'exercice de droits économiques prévus par le Code civil et commercial. Daniel, encore fragile, entendit la phrase sans la totalité de ses implications. Mais il comprit assez pour sentir que cette fois, il n'avait pas besoin de frapper ni d'insulter. Il pouvait employer des instruments réglés, des mécanismes publics. C'était une revanche qui ressemblait à une partition légale plutôt qu'à une explosion. Ils montèrent alors une première équipe, un avocat spécialisé en droit des sociétés, 2 auditeurs indépendants recommandés par Ruben et un petit groupe d'acheteurs de créances, des structures autorisées à opérer sur le marché des factures. Sergio connaissait ces acteurs, il les avait mis en relation avec des entrepreneurs sociaux, des fonds d'impact, des investisseurs prudentiels qui acceptaient d'opérer à bas profil. La première étape fut l'audit. Les auditeurs entrèrent dans les locaux de Constructora Mariana SA comme des chirurgiens. Précision, méthodologie, respect des formes. Ils demandèrent contrats, bons de commande, plans, bordereaux de livraison, fiches techniques des matériaux. Les fournisseurs furent contactés sous couvert de confidentialité. Petit à petit, ce qui était caché devint visible. Les découvertes furent nettes, mais pas spectaculaires. Il ne s'agissait pas d'un complot digne d'un film. Il s'agissait d'une accumulation d'erreurs et de détours moraux. Double comptabilité sur certains chantiers, un jeu de chiffres qui masquait des marges artificiellement réduites pour obtenir des prêts, ou des projets ou des matériaux de moindre qualité avaient été déclarés conformes. Factures fantômes pour des prestations jamais réalisées, délais non respectés et surtout retard de paiement récurrent aux fournisseurs les plus modestes. Certains contrats présentaient des clauses obscures, des paiements conditionnels à l'obtention d'un certain niveau d'avancement, des mécanismes qui, quand l'argent manque, permettent de fermer les robinets. Sergio observa les documents sans jugement grandiloquent. Ce qu'on a là, dit-il, c'est une entreprise qui a poussé l'optimisation au bord du précipice. Ce n'est pas un acte criminel homogène, mais plusieurs fautes économiques cumulées. Et dans ce monde, la faillite peut arriver par contagion. Irrémédiablement, l'audit établit une carte des risques, fournisseurs vulnérables, contrats clés, garanties prises sur certains biens et surtout créances non payées. Sergio remit à Daniel un dossier circonspect mais compréhensible, une liste de fournisseurs lésés, un tableau de cash-flow truqué sur certains trimestres et la correspondance interne montrant des promesses non tenues. L'étape suivante fut la constitution d'un pool d'achat de créances. Sergio expliqua le mécanisme avec un exemple limpide. Si un boulanger a une facture impayée de 20 000 € envers Constructora Mariana, un fonds l'achète 12 000 €. Le boulanger reçoit ainsi une partie de ce qui lui est dû immédiatement. Le fonds devient alors créancier de Mariana pour 20 000. Le rôle du fonds est ensuite d'exiger le paiement, voire d'obtenir des mesures conservatoires. Cela met une pression réelle sur la trésorerie de l'entreprise. Ce n'est pas illégal, c'est simplement l'utilisation, parfois brutale, de marchés codifiés.
Ils commencèrent par les fournisseurs les plus vulnérables, ceux qui n'avaient ni réserve ni confort. L'effet fut presque instantané. Certains de ces fournisseurs, soulagés de récupérer une partie de l'argent, acceptèrent la vente de leurs créances. D'autres refusèrent par fierté ou défiance. Mais une cohorte significative décida qu'un petit gain immédiat valait mieux qu'un long procès pour tenter de recouvrer ce qui semblait perdu. Une fois ces créances centralisées, l'équipe envoya des mises en demeure légales. Ce n'était pas une stratégie d'affrontement spectaculaire, c'était la logique d'un jeu dont les règles sont écrites. Mariana reçut les premières lettres par huissier. Les lettres étaient sèches, leurs termes énonçaient des dates butoirs. Elles mentionnaient la possibilité de mesures conservatoires, d'inscription de privilèges et, si nécessaire, d'action en justice. Les mots firent leur chemin, lentement, dans les bureaux de la constructora. Mariana, quand tout cela la frappa, réagit comme le faisait toujours sa posture publique, avec colère froide. Elle insista sur le fait que ces problèmes étaient temporaires, que la communication faite aux fournisseurs était disproportionnelle, que certaines factures étaient contestées. Elle engagea ses avocats, elle fit appel à des relations, à des banques partenaires, et tenta d'obtenir des facilités de paiement. Mais la réputation, qui jusque-là l'avait portée, se fissura. Les fournisseurs, inquiets, demandèrent des garanties additionnelles. Certains clients retardèrent des acomptes, ce qui créa une boucle de tension sur la trésorerie. La vitesse à laquelle la nouvelle se répandit prit tout le monde de court. Un journaliste local, alerté par un fournisseur mécontent, opta une version factuelle des mises en demeure et publia un article sobre mais incisif. Crise de liquidité chez Constructora Mariana, risque pour plusieurs chantiers. Les réseaux sociaux amplifièrent. Lamont, Léo, dont la marque personnelle vivait d'une image de luxe et d'indulgence, vit ses contrats de sponsoring repoussés. Le monde mondain, sensible à la réputation, se retira avec la délicatesse d'un rideau qui tombe. La panique bancaire, qui avait commencé comme une nervosité, se transforma en réaction plus violente. Les risques de déclenchement de clauses sur certains prêts, la nécessité de reclasser des positions, la crainte d'une onde de choc fiscal, tout conjugué, firent vibrer les salles de décision. Certains clients du Banco Herencia décidèrent, sur conseil de leurs conseillers, de réévaluer leurs expositions. Les téléphones du siège n'arrêtaient pas de sonner. Audits internes à accélérer, demandes d'informations réglementaires, appels de prudence. La banque, qui au début avait souri à la découverte d'une fiducie bien ficelée, sentit la responsabilité peser jusqu'à la crainte. Dans certains couloirs, on murmura que la banque a explosé de panique. Ce n'était pas une image littérale, c'était le bruissement d'une institution qui mesure ses lignes rouges. Mariana tenta la contre-offensive. Elle publia un communiqué, convoqua une réunion d'actionnaires et fit miroiter des plans de recapitalisation. Mais l'effet sur les marchés locaux fut limité. L'audit continuait de livrer pièces et correspondances et les avocats de Sergio déposèrent, en parallèle, plainte précise pour fraude comptable auprès des autorités compétentes. Ils n'inventaient rien, ils mirent en lumière des anomalies qui, cumulées, dessinaient un tableau compromettant. La confrontation publique eut lieu dans une salle de réunion trop claire, où la lumière révélait plus qu'elle ne cachait. Daniel entra vêtu simplement, mais autrement, chemise propre, veste bien ajustée, regard ferme. Le changement extérieur traduisait une discipline interne. Sergio était à ses côtés, calme, le dossier d'audit ouvert sur la table. Mariana arriva en retard, maquillage impeccable, entourée de quelques conseillers. Léo était là aussi, tenta de sourire. Les caméras n'avaient pas encore envahi la pièce. C'était une audience professionnelle, mais la lourdeur de l'enjeu la rendait presque théâtrale. Daniel ne parla pas beaucoup au début. Il laissa Sergio exposer les faits avec une clarté chirurgicale. Les auditeurs projetèrent des extraits, écarts de stock, contrats signés et non honorés, bordereaux de livraison manquants. Les mots frappaient parce qu'ils étaient appuyés sur des documents, pas sur des rumeurs. Mariana chercha à répliquer, à expliquer des erreurs comme des imprévus, à mettre la faute sur des sous-traitants. Mais la cohérence du dossier et l'accumulation rendaient ces réponses fragiles. La pièce clé fut la correspondance interne où un comptable évoquait des écritures ajustées pour obtenir un prêt. Les mots furent lus ensuite à haute voix. Il y eut un silence. Les conseillers juridiques de Mariana commencèrent à argumenter, à trouver contre-propositions, à promettre des plans de remboursement.
Mais la voie juridique de l'autre camp était construite. Demande de conservation d'actifs, injonction pour audit externe et une demande de gel provisoire sur certaines lignes de trésorerie appuyées par les éléments factuels. La décision judiciaire qui suivit fut mesurée. Un juge, prudent, autorisa des mesures conservatoires limitées. Gel de certaines liquidités, interdiction de disposer de certaines garanties sans autorisation judiciaire. Les avocats de Mariana protestèrent, mais la décision était motivée par la nécessité de préserver les droits des créanciers et la sécurité des fournisseurs. Ce gel provisoire fut l'un des signaux les plus forts. Il voulut dire que le théâtre financier où Mariana avait joué jusque-là pouvait maintenant se voir expertisé, mesure après mesure. Une conséquence plus immédiate fut l'embargo commercial. Les gros clients, par prudence, suspendirent des paiements. Les fournisseurs, face au risque de se retrouver impayés, cessèrent de livrer sur certains chantiers. Les ouvriers, nombreux et invisibles dans la chaîne des décisions, se retrouvèrent à attendre. La presse parla d'un effet domino. Léo, qui avait compté sur l'image pour sauver la situation, vit des marques se désengager. La chute ne fut pas spectaculaire comme dans les films. Elle fut une série de petites insolations, contrats annulés, comptes bloqués, appels téléphoniques qui restaient sans réponse. Mariana, privée de la capacité d'assumer ses engagements, vit ses actifs être saisis progressivement pour répondre à des injonctions. La presse relata les faits sans jubilation. Il s'agissait d'une affaire juridique, non d'un jugement moral populaire. Pendant ce temps, Daniel n'avait pas cédé à l'euphorie. Chaque victoire procédurale était pour lui l'occasion d'une réflexion. Que faire concrètement des biens potentiellement activables par la fiducie ? Il savait que la loi n'était pas un instrument de revanche personnelle, c'était un instrument de réparation lorsque les procédures le permettaient. Avec Sergio, il travailla à un plan pour que Legado Navarro S.A. ne devienne pas un simple théâtre de liquidation, mais un véhicule de transformation. Les étapes administratives furent longues. Il fallut obtenir du notaire une lecture définitive de la clause, prouver l'état d'absence d'actifs propres selon les critères énoncés et convaincre un tribunal de la nécessité d'activer la fiducie en vue d'une destination précise. Les avocats de Mariana tentèrent des recours, mais les preuves s'accumulaient, la réglementation s'appliquait et les autorités compétentes ouvrirent des investigations pour fraude. La justice, lente, fit son chemin. Ses décisions prirent acte des éléments et, petit à petit, la fiducie fut activée sous la supervision d'un administrateur judiciaire. Ce fut un moment particulier, sans éclat, où un notaire parla d'une clause qu'on déclenche comme on lève un rideau. La fiducie prit forme juridique. Legado Navarro S.A. sortit de sa dormance. Les actifs mentionnés dans l'acte, terrain, quelques immeubles modestes, participation dans des projets agricoles, furent identifiés et isolés. Une partie de ces actifs était située dans des zones où le besoin de logement et d'emploi était réel. Daniel sentit que la promesse de son père n'était pas une rente, mais une responsabilité. La recomposition de ces actifs nécessita une gouvernance claire. Sergio proposa un modèle hybride, un conseil d'administration incluant des représentants de la communauté locale, des experts indépendants et des membres du secteur public pour garantir transparence et efficacité. Ils mirent en place des règles strictes de conformité financière, de reporting et de contrôle afin d'éviter toute répétition des erreurs qu'ils venaient de combattre. Le signal envoyé fut simple, cette fiducie devait servir à réparer et construire, pas à enrichir quelques-uns. La transformation concrète commença par de petites choses. On négocia avec des banques locales un financement à taux préférentiel pour réhabiliter des immeubles et construire des logements abordables. On mit sur pied un centre de formation technique, en partenariat avec des entreprises agro-industrielles qui acceptèrent de fournir des stages et des perspectives d'emploi. On signa des accords avec des ONG pour offrir des services sociaux et de l'accompagnement. Il fallut beaucoup de papiers, de réunions, de comptes rendus et une patience administrative qui ressemblait parfois à une lente rééducation. Les ouvriers et les fournisseurs qui avaient souffert furent consultés. Daniel n'oublia pas que la victoire procédurale n'était utile que si elle se traduisait par une réparation tangible. Plusieurs petits entrepreneurs reçurent des priorités sur les marchés émancipés par la fiducie, contrats pour la rénovation, approvisionnement, emploi. Certains acceptèrent, d'autres restèrent méfiants.
Mais progressivement, des chantiers se rouvrirent, avec des cahiers des charges rigoureux sur la qualité des matériaux et des contrôles indépendants. On fit de la transparence un principe. L'inauguration du premier projet, une petite résidence de logement pour travailleurs, ne fut pas un spectacle d'ostentation. C'était une matinée simple, ouvriers en blouse, enfants courant dans la cour, voisins curieux. Daniel, qui avait appris à ne plus parler trop, prit un instant pour regarder les visages. Sergio, à ses côtés, resta dans l'ombre, l'air satisfait mais non exubérant. L'architecte du projet, une femme locale, expliqua comment l'espace avait été pensé pour réduire les coûts d'énergie et offrir des possibilités de micro-activités pour les habitants. Un panneau annonçait le nom du projet, Centre Navarro, en mémoire de Don Alberto et comme geste vers la communauté. Le geste final de Daniel fut presque intime. Il prit la petite photo de son père et la posa dans la salle commune, derrière une plaque qui rappelait la générosité mesurée d'un homme qui avait pensé à un filet. Il ne fit pas de discours long, il parla peu. « Ce que nous avons construit n'est pas pour moi, dit-il, c'est pour ceux qui ont été oubliés. Mon père m'a donné une encre, aujourd'hui nous la transformons en levier. » La presse parla de la transformation plus que de la chute. Les pages d'économie firent un long récit technique, fiducie activée, mesures conservatoires, audit, liquidation partielle des actifs de Constructora Mariana. Les journaux locaux, quant à eux, s'attardèrent sur les visages des nouveaux locataires, sur l'odeur du pain qui sortait d'un commerce inauguré dans un local réhabilité. Léo, quant à lui, vit sa visibilité décroître, ses comptes furent fermés par certains partenaires et sa vie publique perdit de son éclat. Mariana fut poursuivie pour manquement technique et fraude comptable. Son procès fut mené avec la gravité d'un dossier économique, non de la chronique sensationnaliste. Daniel ne célébra pas la chute d'autrui. Il savait que dans la dimension humaine, chacun porte ses raisons et ses blessures. Le récit qu'il avait tissé n'était pas celui d'une revanche personnelle, mais celui d'une reconfiguration, un héritage transformé en outil public. Il visita les chantiers, salua les ouvriers, expliqua aux stagiaires les principes de la gestion responsable. Parfois, certains l'accusaient d'avoir usé de la carte paternelle pour se venger. Il répondait toujours de la même manière. « Mon père n'a pas fabriqué un piège, il a dessiné une possibilité. » Sergio, à la fin, lui fit une réflexion qui résumait bien leur parcours. « Vous auriez pu tout détruire, dit-il, en marchant le long d'un couloir de chantier, et pourtant vous avez choisi de construire. Tout est une question de mesure. Les mécanismes juridiques sont froids, c'est l'intention humaine qui leur donne un sens. » La dernière séquence de transformation prit une dimension plus large. Legado Navarro S.A., désormais réorienté, signa des partenariats avec des institutions locales pour créer un programme d'insertion professionnelle, un microcrédit social pour artisans et un fonds d'aide pour prévenir les situations d'endettement excessif. Les règles de gouvernance furent publiées et rendues publiques. Audits annuels, participation citoyenne, transparence sur les dépenses. Daniel comprit que la responsabilité était plus lourde que la possession. Quand on tient un levier, il faut l'actionner dans le sens du collectif. Les mois passèrent, certains chantiers aboutirent, d'autres se heurtèrent à des retards imprévus ou à des contraintes techniques. Mais la dynamique était engagée. Des familles emménagèrent, des ateliers furent ouverts, des cours de menuiserie et de maçonnerie attiraient du monde. Les yeux de ceux qui avaient cru en la possibilité d'un changement mirent à l'épreuve la patience de la reconstruction. Peu à peu, le récit de réparation prit la place du récit de scandale. Dans une des dernières scènes, Daniel se rendit dans une salle de classe du centre de formation. Des jeunes assistaient à un cours sur la gestion de petites entreprises. Il parla un peu, très sobrement, de la nécessité de comprendre les chiffres, de respecter les contrats et de veiller à la qualité. Puis il montra la vieille carte bleue, sans effet spectaculaire, la plaça sur la table comme un objet de mémoire. « Mon père m'a donné cela en me disant « Quand tu seras prêt ?» Ce n'était pas un laissez-passer pour la facilité, dit-il. C'était une demande. Sois responsable du pouvoir qui t'est confié. Sergio le regarda, satisfait. « Vous avez appris vite, répondit-il. Vous avez transformé l'encre en levier et c'est sans doute la meilleure utilisation possible. » La série d'enquêtes judiciaires se poursuivit, mais elles furent menées dans la normalité d'un état de droit. Auditions,
expertise technique, jugement. Les peines, le cas échéant, furent prononcées par des tribunaux compétents et non par la vindicte publique. Mariana, dont la trajectoire avait été polarisée par l'ambition, dut répondre de ses actes. Certains lui reprochèrent la stratégie économique agressive, d'autres évoquèrent des pressions du marché qui l'avaient conduite à des choix discutables. La complexité resta, mais la conséquence fut claire. Ses actifs furent réaffectés selon les décisions judiciaires et elle perdit l'emprise sur l'empire local qu'elle avait bâti. Le dernier plan se referma sur une image plus douce que la première poignée de porte qui l'avait expulsé. Daniel, debout devant une fenêtre du centre Navarro, regardait les toits de la ville. Il tenait la photo de son père dans sa main gauche et la carte dans la droite. Il n'était plus l'homme du banc, il n'était pas non plus un héros de roman. Il était quelqu'un qui, ayant touché le fond, avait appris à lire des actes, à convoquer des gens et à mettre au service des autres ce qui aurait pu rester une ressource privée. La ville avait tremblé au moment où la banque avait découvert la clause. La panique initiale s'était transformée en une série de décisions institutionnelles. Mais au bout du chemin, ce qui resta, ce ne fut pas la panique, mais le calme d'une reconfiguration. La carte, devenue leitmotiv, n'était plus un talisman, mais un instrument de mémoire et de responsabilité. Lequel d'entre nous, se demanda Daniel un jour au matin, ne voudrait pas que ce qui demeure après lui serve ceux qui ont moins de voix? Il posa la photo sur une étagère à côté d'un plan du centre et fit un geste qu'il n'aurait pas cru faire autrefois. Il alla trouver Léo, qui travaillait maintenant à la remise en état d'un espace public, et lui tendit la main. Léo hésita, accepta. Les deux hommes échangèrent quelques mots simples. Ce n'était pas la réconciliation totale, les blessures ne s'effacent pas d'un claquement de doigts, mais c'était une ouverture. Daniel avait choisi la réparation comme politique et non la démolition. Avant de quitter la salle, il adressa une phrase qui, pour un homme qui jadis avait cherché la confrontation, sonnait comme une leçon. La vraie mesure du pouvoir, ce n'est pas ce que tu peux casser, c'est ce que tu laisses debout pour les autres. La boucle, pour une part, se referma sur l'idée d'encre et de levier. Le Gado Navarro S.A. n'était plus un secret familial, elle était désormais une possibilité commune. La petite carte bleue demeura, posée dans un tiroir, comme un rappel silencieux. Il est des héritages qui demandent un usage responsable. Et vous, me direz-vous, à la place de Daniel, qu'auriez-vous fait? Dites-moi de quelle ville vous m'écoutez et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager votre point de vue. La ville continua de vivre. Les rumeurs se dispersèrent, remplacées par le rythme concret des chantiers et des cuisines. Le bruit intense fait par la découverte initiale de la carte, la panique au sein de la banque, l'effondrement du monde d'une femme ambitieuse et la reconstruction d'un homme humilié se transformèrent en une succession d'actes administratifs, de décisions juridiques et de gestes humains. Aucun miracle n'avait eu lieu, seulement une clause, une stratégie rigoureuse, beaucoup de travail et la volonté de transformer un avantage en bien commun. Daniel s'assit un soir sur le même banc où tout avait commencé. La carte était toujours dans la poche intérieure de sa veste, mais elle avait perdu son pouvoir mystique pour devenir un instrument de mémoire. Il regarda la ville, sentit le vent et sourit légèrement. Quelque chose, une maison, un centre, des voies, avait pris corps là où il n'y avait eu que portes claquées et sacs plastiques. Il se leva, remit la photo dans sa poche et marcha vers le centre Navarro où les lumières étaient encore allumées. La nuit n'avait plus le même goût. Elle portait désormais la preuve qu'un héritage, bien manié, pouvait servir à tirer des gens hors du bord du gouffre, plutôt qu'à l'élargir.